Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui, nous évoquerons cette première défaite à domicile de la saison. Faut-il commencer à s'inquiéter pour le RC Lens? J'ai choisi volontairement une entrée un petit peu fracassante. Faut-il commencer à s'inquiéter? Nous essayerons de répondre à cette question avec mes chroniqueurs et invités du soir. Et pour en parler avec moi ce soir, il est l'éternel caution journalistique de Culture Sang et Or. C'est Greg Lallemand de La Voix du Nord et de La Voix des Sports. Bonsoir Greg. Salut à tous. Il n'est pas de la voix des sports, il n'est pas la voix du sport, mais il est parfois la voix qui commente le RC Lens à la radio. C'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Salut Thomas, bonsoir à tous. Il est officiellement le nouvel habitué de Culture Sang et Or. C'est Fabien Rosier de Lens Absolu. Bonsoir Fabien. Salut à tous. Et enfin, il a fait le plaisir de répondre positivement à notre invitation. C'est Corentin Jean. Lui, vous le connaissez vraiment. Bonsoir Corentin. Salut à tous. Merci beaucoup Corentin d'avoir accepté notre invitation. Corentin qu'on aura le plaisir d'interviewer en deuxième partie de l'émission. Mais nous ne ferons pas que ça aujourd'hui puisque nous reviendrons largement sur cette première défaite à domicile du RC Lens face à Angers. Nous attribuerons les bonnes et les mauvaises notes de l'équipe. Après cela aura lieu le célèbre quiz Culture Sang et Or. Puis, comme je l'ai dit, nous ferons l'interview de Corentin Jean. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions en commentaire sur ce live. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Jérémy Sauvage des Red Tigers pour nous faire un point sur la belle opération que le peuple Sang et Or connaît bien, le Noël des enfants. Et avant de se projeter sur le prochain match du RC Lens, nous rendrons évidemment hommage à Papa Bouba Diop qui nous a tristement quitté cette semaine. On aura l'occasion d'en parler, de se remémorer quelques souvenirs de ce joueur qui a marqué notre club. Voilà, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. On retrouve donc le direct aujourd'hui. Alors, on retrouve pour malheureusement parler d'une défaite face à Angers. Donc, c'est une semaine où le RCL aura tout connu, hein, une victoire, un nul et une défaite. On a eu toute la panoplie. Alors, ma question sera simple. Après ce que l'on a vu hier, peut-on commencer à s'inquiéter pour le RC Lens? Voilà, j'ai décidé de faire dans le journalisme choc aujourd'hui. Greg, est-ce que tu commences, toi, à t'inquiéter? Non, s'inquiéter non, parce qu'on se doutait bien que le Racing n'allait pas déjà aller connaître forcément des moments un peu plus compliqués, et puis n'allait pas forcément rester sur ce rythme-là, parce que s'il restait sur ce rythme-là, ça voulait dire clairement qu'il allait jouer les 3 premières places. Or, franchement, cet effectif, il est évidemment pas construit pour ça. Donc s'inquiéter non. Pardon? On s'est pris à rêver, nous. On voulait la Ligue des Champions. Mais vous savez, c'est Florent Gisolfi qui disait chez nous dans La Voix des Sports, j'interdis à personne de rêver. C'est bien de rêver, surtout par les temps qui courent, mais il faut pas oublier d'où l'on vient. Et je crois que clairement, c'est un peu ce qui arrive. Évidemment que on connaît en plus l'enthousiasme du public lensois, et puis c'est 10 ans de frustration. Il y a plein de choses qui jouent, évidemment. Il y a le fait de pas pouvoir aller au stade, et, évidemment, mais hier, cette équipe allait simplement tomber sur plus fort qu'elle. En tout cas, parce que les faits de jeu n'ont pas été dans le bon sens. C'est-à-dire, je reviens juste là-dessus, c'est-à-dire que clairement, sur les 20 premières minutes, même si c'était équilibré, les 2 plus grosses occasions, elles sont lensoises. Et si Kalimundo ou si Gaël Kakuta trouve le chemin défilé plutôt que le poteau et Bernardoni, clairement, le match est différent parce qu'Angers doit sortir de sa zone de confort et de son plan de jeu. Et je pense qu'on aurait vu un tout autre match. Après, avec des si, évidemment, on peut refaire le monde. Hier, la victoire d'Angers, elle ne souffre d'aucune contestation sur les 90 minutes pour moi. De là à s'inquiéter, je dirais non. Attention quand même, parce que depuis quelques matchs, il y a un manque de compacité parfois et il y a moins de fluidité technique, et ce qui évite, et ce qui évidemment est aussi les causes de ces résultats un peu moins bons. Voilà. Alors Corentin, je te vois acquiescer des propos de Greg. Toi, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire après le match? Pas grand-chose. Voilà, on a accepté la défaite parce qu'on est tombé contre plus fort que nous, tout simplement. Je pense, comme il a dit, on fait un bon début de match, même si c'est pas notre meilleur début de match. C'était cohérent, on a les 2 plus grosses occasions. Mais il faut savoir que maintenant, les équipes, elles nous étudient. Elles savent comment on joue, et c'est vrai que c'était notre 3e match de la semaine, et notre système de jeu, il faut qu'on soit très bien physiquement parce que ça demande beaucoup d'efforts, et je pense que sur ce match, physiquement, on était dépassés. Alors, on a un invité surprise dans le live. Ça fait du bien des câlins en ce moment, ça fait vraiment du bien. Exactement, je suis désolé. Oui. Je suis désolé.
C'est pas grave, hein. Un petit peu de bonheur au lendemain d'un 3-1, ça fait jamais ça fait jamais de mal. Sam, est-ce que toi, tu commences à être un petit peu inquiet pour le RC Lens? Pas du tout. Bah, je reviens exactement. Enfin, je partage les paroles de Greg. Je pense que Corentin a aussi la bonne analyse. Une saison, c'est des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de hauts en début de saison, donc forcément, on s'est pris à rêver. Ça a fait du bien. Après, je trouve que 4 points sur les 3 matchs là qui viennent de se passer, il y a rien de déshonorant. J'ai trouvé qu'Angers avait été très très bon. C'est-à-dire qu'Angers, on l'avait dit avec Fabien, resté sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Bon, on a compris pourquoi. Alors évidemment, il y a les faits de jeu. Ça a été 20 minutes où les Lensois se sont procurés de grosses occasions, et puis derrière, effectivement, les Angevins ils ont été très très réalistes dans les 2 surfaces. Je les ai vraiment trouvés très performants. Sincèrement, je reste pas du tout inquiet. Alors évidemment, parce qu'il y a quand même des choses qui sont positives dans ce qu'on a vu la dernière semaine, et puis surtout lors des 2 mois précédents. Et puis même hier, il y a 2-3 combinaisons en attaque qui étaient intéressantes. La première mi-temps, c'était une première mi-temps sincèrement que j'ai trouvé de très haut niveau. Alors ça fait 1 partout à la mi-temps, ça aurait pu faire 2 partout. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant. Et puis, faut pas oublier qu'en fait, ce qu'on demande quand même pour au RC Lens, je pense que c'est valable pour tous les observateurs, également pour tous les supporters, c'est quand même on va dire le maintien, un maintien plus. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire mieux que les 20e, 19e et 18e. Pour l'instant, il y a quelque chose de très fort dans le championnat tel qu'il est en train de se dérouler, c'est que les dernières équipes n'avancent pas du tout. C'est-à-dire que Lorient qui est 18e avec 8 points en 12 matchs, alors évidemment, on peut s'amuser à faire des calculs, mais au rythme auquel on va, évidemment, ça peut changer. Mais le maintien, il va pas se jouer à 40 points pendant cette saison. Il risque de se jouer même à moins de ça. Donc les 18 points qui ont été accumulés là sur les 12 premières journées, c'est un vrai trésor. Et donc, les Lensois peuvent continuer, je pense, en pleine confiance, parce que derrière, ça revient pas du tout. Et Fabien, est-ce que tu partages du coup cette non-inquiétude de l'équipe? Ouais, Thomas, moi je vais pas être la voix dissonante sur ce sujet. J'arrive pas à être inquiet ni même déçu après le match d'hier, notamment la première mi-temps. J'ai trouvé, comme Samuel, on a vu une très belle première mi-temps de la part des 2 équipes qui ont des idées de jeu et qui sont allées au bout de leur principe. Angers très compact, porté qui défend bas et qui contre-attaque, et Lens de très belles combinaisons à l'intérieur du jeu, des remises, et derrière on se projette sur les côtés et on centre devant le but. J'ai en tête la première action là au bout de 2 minutes de match où Kalimwendo peut la mettre au fond et on mènerait 1-0 au terme d'une action vraiment de très haut niveau collective. Ouais. Donc non, pas inquiet ni déçu après cette défaite. Je voulais orienter le débat sur le milieu de terrain qui était composé de Fofana et Doucouré, une paire qui était assez attendue par nos supporters. Et c'est peut-être hier la ligne où le bas a blessé, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que toi, Corentin, au bord du terrain, tu l'as ressenti? Alors, ton micro est coupé, Corentin. Hop. C'est bon? Parfait. C'est bon. J'ai trouvé, c'est vrai qu'on avait un peu moins de liant, on était un peu moins compact, nos lignes étaient un peu ouvertes. Et c'est vrai que Seko, on sait que c'est un milieu qui se projette énormément. Et à 2 milieux, Douk, j'ai trouvé un peu en dedans physiquement, donc il a eu un moins bon rayonnement. Ouais. Et c'est vrai que dans ces matchs-là, KU nous fait du bien parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience et voilà, qui reste en place. Donc c'est vrai qu'on a un milieu qui reste fixe, mais c'est vrai que la bataille du milieu de terrain hier, on l'a perdu contre Angers, c'est sûr. Samuel. Je reprends exactement les propos de Corentin. C'est vrai que on l'a dit, Seko Fofana, c'est un peu l'arme fatale, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de se projeter, de casser des lignes par des courses qui sont assez impressionnantes. Mais c'est vrai que l'arme fatale, ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il se projette tellement que il peut y avoir des mauvaises surprises en contre. Et c'est vrai que peut-être que Cheick Doucouré, alors j'ai vu que sa prestation n'a pas convaincu beaucoup d'observateurs. Moi, j'ai tendance à la relever, cette prestation de Cheick Doucouré. Alors même s'il n'était pas à 100% physiquement, je ne sais pas. Ouais. Mais disons que Seko Fofana, il se projette tellement que Cheick Doucouré, en fait, il doit faire peut-être quasiment 2 fois plus l'essuie-glace. Alors c'est vrai un petit peu qu'Isaac au dernier match, la première titularisation de Doucouré. Ouais. Donc c'est vrai que là quelque part on comprend mieux
le rôle de Cahuzac, c'est un joueur qui est en fait quelque part assez discret dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va éliminer 3 joueurs, mais là on comprend que pour colmater toutes les micro-brèches en fait, qu'on voit pas forcément, il est très très bon. Et peut-être que hier il a manqué en partie. Donc en fait l'idée maintenant, c'est de trouver la bonne alchimie. Dans les matchs qui vont se multiplier entre Cahu qui est peut-être plus vraiment un 6 qui est très discipliné, très défensif. Fofana, c'est un petit peu l'opposé, qui va se projeter, qui va casser, qui va être aspiré par l'offensive, et peut-être Cheikh Doucouré entre les deux. Donc trouver en fait la meilleure harmonie entre ces 3 milieux défensifs qui, de mon point de vue, sont d'un très bon niveau, pour maintenir un niveau comment dire d'efficacité et de performance au fil des matchs. Je vais donner la parole à Greg qui avait envie de réagir sur le sujet, mais c'est vrai, hein, faut noter. On a 3 milieux de terrain d'un très bon niveau, à vocation, on va dire, box-to-box ou défensif. Et c'est un vrai casse-tête pour Franquès finalement. Et on a un nouvel arrivé, donc forcément, ça peut créer des déséquilibrés. Grégory. Ouais, non, moi c'est Fofana hier, évidemment, je l'ai trouvé très très décevant. Alors très décevant parce qu'évidemment on en attend beaucoup déjà, parce que c'est évidemment quelqu'un qui arrive avec un statut. Moi ce que j'ai pas compris dans son match, il a fait pas mal de choses pour moi un peu à l'envers, c'est qu'au niveau technique, il n'était pas dans un grand jour et je trouve qu'il a voulu, des fois dans ces cas-là, il faut savoir se rassurer sur des passes simples. Et il s'est un peu il était un peu voilà, il s'est compliqué des fois la donne. Il a voulu peut-être à un moment donné trop en faire. Il oublie par exemple Florian Sotoka sur un 1-2 un peu d'école où il y a vraiment la place pour que Florian Sotoka aille au but, parce que je pense que Seko Fofana, il a envie de très bien faire, d'être un joueur hyper important, et qu'hier il n'était pas dans un bon jour. Il a peut-être manqué la maturité de se dire là je vais faire des choses simples parce que je suis pas forcément très bon pour le collectif. À un moment, il voulait marquer, par exemple. Il voulait marquer un but pour effacer sa prestation, ça se sentait. Je pense que, je sais pas si, par exemple, sur Florian Sotoka, on voit pas nous, d'où on est, c'est facile, hein, on est en tribune de presse, on est loin, ça paraît, clair comme de l'eau de roche, mais j'ai le sentiment qu'il fait le geste pour se mettre en position de frappe, une sorte de roulette ou un crochet un peu de trop, et peut-être parce qu'à ce moment-là, il a envie de sauver son match. Et en fait, je pense que comme il a mal commencé son match, c'est Fofana, et qu'il a très envie, parce que ça fait 5 mois, je suis pas dans sa tête évidemment, mais ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué. Il a envie d'être performant, et hier il a passé son temps à vouloir rattraper ses erreurs précédentes, et finalement il était dans un engrenage un peu négatif. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, on sait très bien qu'il va apporter. Et puis en plus tactiquement hier, les Angevins ils avaient mis deux lignes très très distinctes, très très fortes, et évidemment il faut de l'espace pour que Seko Fofana il enchaîne et qu'il puisse allonger les courses. Hier tout le match ça a été compliqué aussi pour ça. Et voilà, donc on revient sur l'idée que Yannick Cahuzac a ce truc-là, c'est-à-dire cette efficacité, cette simplicité dans le placement et dans les passes, et ce qui a apporté une fluidité des fois pour pouvoir mettre le ballon sur le côté rapidement pour Jonathan Clauss, pour Clément Michelin, pour Silla, voilà, pour du monde. Mais on se rend pas compte en fait de l'importance de Yannick Cahuzac dans cette équipe, et pas seulement dans le vestiaire. Voilà ce que je veux dire. Et c'est pas évident, je sais pas si je vais dire une énorme bêtise, ce serait pas la première, mais c'est pas évident peut-être de changer des éléments alors que tout fonctionnait bien dans l'équipe, mais qu'il y avait une espèce de logique de joueur titulaire en la personne de Fofana. Donc c'est beaucoup de changements pour le RC Lens. Fabien, tu veux rajouter quelque chose peut-être sur les milieux de terrain? Ouais, je voulais insister au-delà des performances individuelles, rappeler que, comme disait Corentin, les adversaires maintenant face à Lens arrivent en ayant étudié le sujet, et que la sous-performance de notre milieu, à mon avis, est aussi le fait de la surperformance angevine au milieu de terrain, avec notamment Fulgini qu'on n'a jamais réussi à bien cadrer. Il se déplaçait un petit peu partout. On a eu du mal à régler ce problème. Il y a des joueurs comme Mangani à Angers qui ont maintenant l'expérience en Ligue 1 et qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Et à mon avis, je pense que nos problèmes au milieu de terrain sont pas simplement du fait de performances, des performances de Doucouré ou Fofana qui ont été en dedans, effectivement, mais c'est plus aussi le fait d'Angers, tout simplement. Ouais. Il faut savoir aussi attribuer effectivement les qualités à l'adversaire. Greg, je te vois le doigt sur la bouche, en général, c'est que tu as envie de dire quelque chose. Non, mais aussi rappeler que Stéphane Moulin, alors comme tous les entraîneurs évidemment regardent les matchs du Racing Club de Lens, mais il n'y avait rien de factice en fait, ni de superficiel dans les louanges de Stéphane Moulin hier en zone mixte après le match, mais déjà cette semaine en conférence de presse, il a vraiment été impressionné par ce que propose le Racing Club de Lens depuis le début de saison, et je pense vraiment qu'il avait étudié ça. Moi, c'est un entraîneur que j'adore déjà, donc parce que vraiment ce qu'il fait à Angers depuis des années, c'est très cohérent. Voilà, et pour de Ligue 1, Angers, c'est en grande partie grâce à lui.
Ah bah c'est vrai qu'Angers, vu d'ici, j'entends souvent les gens. Bah, d'ailleurs, avant le match, on entendait Angers, c'est une équipe à notre portée. J'entends, enfin pas au Racing Club de Lens, mais chez les gens qui suivent ce club. Je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'est devenu Angers progressivement en Ligue 1. C'est un vrai club solide qui fait pas n'importe quoi et parce que Stéphane Moulin fait pas n'importe quoi. Et dans la préparation de ce match hier, il n'est pas pris Lens par-dessus la jambe, loin de là. Ce qui avait peut-être pu être le cas, à mon sens, par exemple des Bordelais qui avaient voulu jouer à Lens assez offensif tout de suite, presque la fleur au fusil, et ils avaient vécu un enfer pendant une mi-temps. C'était peut-être un peu le cas des Stéphanois aussi, avec beaucoup moins, même si Claude Puel est quelqu'un qui a d'expérience. Mais hier, Stéphane Moulin, il a préparé ce match avec beaucoup de sérieux, et il a dit aussi, il faut pas l'oublier, il a dit le Racing Club de Lens a joué aussi mercredi, et ça a certainement aussi eu un impact physique évidemment sur la prestation des deux équipes. Pour prolonger ton propos, je vais sortir un peu de mon conducteur et te poser une question de Anthony qui nous demande sur le live. Est-ce qu'on ressent pas aussi les traces du passage du Covid dans l'équipe du RC Lens? Je vais poser cette question à Corentin. Est-ce que tu sens pas une équipe un peu plus fatiguée à cause de tout ça? Non, je pense pas que le Covid ait un impact actuel. Je pense que c'est plus l'enchaînement des matchs. Là, on a joué 3 matchs en une semaine. Ouais. C'est compliqué, comme je l'ai dit, notre système de jeu, il faut qu'on soit à 100% et ça demande beaucoup d'efforts. Je pense que voilà, depuis le début de saison, on est à fond. Donc voilà, on a un coup de moins bien. On sait que là, il va y avoir des mois importants. Il y a le froid, il y a plein de choses et voilà, on était moins bien contre Angers, mais ça veut pas dire qu'on va faire d'autres matchs aussi mauvais. Mais c'est vrai qu'on était un peu moins bien. Je pense que physiquement, surtout, on était un peu en dedans. Corentin, vous étiez agacé, vous, hier? C'était quoi le sentiment après le match? Parce que c'est peut-être la première fois de la saison où quand même on vous sent un peu dans le dur. Ouais. Est-ce que tu sens un peu cet enthousiasme général, être redescendu? Vous y attendiez, d'accord, mais c'était quoi le sentiment général dans le vestiaire hier? Ouais, tout le monde était déçu de la prestation parce qu'on savait qu'on pouvait faire un grand pas si on prenait les 3 points. Et c'est vrai que c'est un peu une désillusion. On est tombé sur plus fort que nous. Et comme le coach a dit, il va y avoir des matchs où on va être dans le dur et il va falloir se relever parce que là, on a des gros matchs qui arrivent et il faut relever la tête parce que ça va être compliqué. Ouais. Et quelle aurait pu être la clé, selon vous, pour que le RC Lens l'emporte ou fasse mieux? En tout cas, Fabien, la solution, tu la verrais où sur le match d'hier? Je pense que c'est du réalisme dans les 20 premières minutes. Si on mène au score, la tournure du match peut être différente. Déjà, et ensuite, je pense que depuis quelques matchs, on a un problème au niveau de notre relance. Nos 2 défenseurs centraux, Grady ou Medina, ont plus de mal à trouver des coéquipiers dans les intervalles, des passes qui cassent les lignes, mais du fait du pressing des attaquants adverses qui ont compris que c'était nos rampes de lancement. Et je pense que si déjà à la première relance on est plus en difficulté, on a plus de mal à trouver des espaces, ça devient compliqué par la suite de déséquilibrer l'adversaire et de marquer tout simplement. Samuel, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux selon toi? Je reprends l'idée de Fabien. C'est vrai que si Arnaud Kalimuendo marque à la 3e minute, si le coup franc de Kakuta fait mouche à la 20e ou 21e minute, c'est un autre match. Après, je sais plus qui le disait, il y a quelque chose de simple dans le sport aussi, c'est jouer avec sa forme. C'est-à-dire que, comme l'a dit Corentin, le système de jeu des Lensois, il est extrêmement exigeant d'un point de vue physique, parce qu'en fait, il s'agit de contre-presser, il y a plein de courses vers l'avant, pour les pistons, c'est épuisant, etc. Si, après c'est très facile pour moi de le dire, hein, mais si on se rend compte à un moment donné que physiquement on n'est plus à 100%, mais qu'on a tendance à piocher, c'est plus difficile, il faut aussi peut-être de temps en temps, c'est ce qu'on appelle, je sais pas, de l'expérience, de la maturité tactique, c'est ce que disait Greg par rapport à Seko Fofana. Voilà, je suis un peu moins bien physiquement, ok, je vais jouer simple. On va assurer, et assurer, ça veut dire d'abord ne pas prendre de but. Or, on sait que le Racing, c'est une équipe qui est aspirée vers l'avant, c'est la philosophie de Franck Hez. Donc, on va pas critiquer ce système de jeu alors qu'on s'est régalé pendant 2 mois et que les résultats étaient là. Mais malgré tout, c'est vrai que on a bien senti hier les Angevins qui étaient bien installés dans leur rencontre. Et peut-être que du côté lensois, il a manqué ce recul pour à un moment donné dire voilà, peut-être qu'il faut pas prendre de risques,
bien se replacer, faire des choses simples pour se rassurer et assurer peut-être un résultat un peu meilleur. Et pour compléter ma question avec toi, Corentin, toi qui justement est rentré dans ce match, est-ce que quand tu es rentré, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu te dis que tu pouvais changer les choses ou que c'était vraiment trop compliqué? Ouais, non, si, bien sûr, il y avait 2-1, tout était possible. Mais c'est vrai que quand je suis rentré, j'ai senti que les lignes étaient. Enfin, il y avait beaucoup d'espace entre les lignes. Donc, ça veut dire qu'on attaquait, voilà, on attaquait tous, mais quand il fallait défendre, c'était plus dur. On avait 81 mètres à faire, on prenait des vagues sans cesse. Si à la fin Angers ils en mettent 2-3, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, on manquait un peu, voilà, de liens. Les lignes étaient trop écartées. Et je pense qu'à 2-1, on doit se dire, bon, on recule un peu, on va essayer de rester à 2-1, et puis sur un coup de pied arrêté, pourquoi pas. Mais après, même voilà, failli y arriver, Corentin. Sur un coup de pied arrêté. Ouais, c'est clair, mais je pense que voilà, des fois, on veut tous attaquer, on veut bien faire, on veut tous marquer, mais des fois, il faut se dire, bon, on est un peu moins bien, et on recule un peu, même à 2-1, et puis pourquoi pas égaliser et faire 2-2, quoi. Mais voilà, c'est notre jeu qui est porté vers l'avant, et c'est comme ça. Greg, tu voulais compléter les propos de Corentin? Non, mais parce que Corentin, je sais plus à quel Sam vouait, mais il faut savoir que depuis 2014, le 30 mars 2014, le RC Lens n'a pas marqué sur coup franc direct en championnat. Donc ça fait 6 ans. Et c'est vrai que ce soit à Dijon la semaine dernière ou hier, tu as montré un peu de cette qualité de pied qui peut peut-être permettre de découvrir. Ouais, t'es pas loin de le faire. Alors, c'est juste parce que moi, j'ai lancé un grand défi. Je me fais un peu vanner parce que depuis 6 ans, je fais un décompte. Voilà, donc ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de but direct sur. Donc, est-ce que tu penses que cette année, Corentin Jean, est-ce que tu peux nous dire, là, voilà, Corentin Jean, aujourd'hui, oui, cette année, je vais débloquer ce compteur et je vais permettre enfin de libérer toute la twittosphère qui me suit. Non, mais ouais, j'aimerais beaucoup parce que je sais que voilà, j'ai travaillé à l'entraînement, je sais que j'ai un bon pied sur ça. Et j'espère en mettre un. Franchement, ça me ferait énormément plaisir. Et pour toi aussi. Écoute, merci à toi. Est-ce que Corentin, si tu le fais, tu peux je sais pas, sortir la bandelette. Ouais. Merci Greg. Tu mets une petite photo de sumo sur ton t-shirt, on saura qu'on parle de moi, hein, donc ce sera très bien. Ouais, espérons que ça arrive ce moment, je veux le voir en tout cas de mon vivant. La dernière question que je veux vous poser sur l'analyse globale de ce match, est-ce que pour vous il y a quelque chose de positif à retenir de ce match, Samuel, peut-être pour commencer? Sincèrement, je crois que c'est la Voix du Nord qui a noté les Lensois. J'ai trouvé que la Voix du Nord ou la Voix des Sports, enfin on va laisser notre collègue répondre, mais j'ai trouvé que la Voix du Nord avait été très dure. Alors c'est les notes de Greg, il va peut-être nous expliquer. Je trouvais qu'en fait c'était hyper caricatural, c'est-à-dire que les Anges vont en gagner, donc ils ont tous des 7 et des 6 et des 8, et puis les Lensois ils ont perdu, alors on met des 3, on met des 4. Non mais attendez, un peu de professionnalisme les mecs, un peu de professionnalisme. C'est-à-dire que moi je trouve que il y a pas mal de Lensois qui ont fait des bons matchs. J'ai trouvé que Gaël Kakuta était plus en jambes que contre Nantes. J'ai trouvé qu'Arnaud Kalimundo, les rares fois où il a touché le ballon, il faisait des différences. Même j'ai beaucoup aimé. Greg Lallemand est pas d'accord, mais bon, j'ai trouvé qu'Arnaud Kalimundo avait fait un bon match. Même Sotoka, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Alors, évidemment, les Angevins, ils ont été meilleurs. Moi, je suis d'accord. Hein, Angers étaient meilleurs que Lens. Mais je trouve qu'il y avait quand même des motifs de satisfaction. Même quelque part, Jean-Louis Descartes, il l'a dit, hein, Corentin, à la fin, ça peut faire 4-1 ou 5-1. Hein. Jean-Louis Descartes, il en a sauvé 2 ou 3. Pour moi, c'était pas forcément un mauvais match. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles s'appuyer pour avancer. Je vais répondre à Sam quand même. Alors, du coup, Sam, quand tu dis que Jean-Louis Léca, sans Jean-Louis, ça peut faire 4-1 ou 5-1, est-ce que tu estimes que du coup, l'équipe a fait un bon match? Moi, je pense qu'hier, il a manqué beaucoup de choses. Mais Léca, oui. Oui, Jean-Louis Léca. Alors, en fait, il est absolument imputable sur aucun but. Attention, je me demande quand même, moi, on va demander peut-être à Corentin, il va peut-être pouvoir nous le dire. Sur ce deuxième but, est-ce qu'il faut quelqu'un, est-ce que vous, quand vous préparez les phases défensives, est-ce qu'il faut absolument quelqu'un au premier poteau pour couvrir ce premier poteau, ou alors c'est pas automatique? Parce qu'hier, alors au-delà de la naïveté en deuxième mi-temps, parce que encore une fois, Sam, je suis d'accord avec toi, hein, mais il y a eu 3 minutes complètement improbables au début de la deuxième mi-temps avec un hors-jeu, un alignement qui est pourri, qui permet à Cabot d'aller en 2 contre 1, qui loupe complètement. Alors là, tu te dis, ils sont passés à côté d'une grosse catastrophe, ils vont se remettre. Derrière, le corner est frappé, il est frappé en 2 temps, il y a personne qui est en place. Re-corner, et corner refrappé, et un joueur pour 3 Lensois. Et c'est le seul qui attaque le ballon, il met une talonnade et il n'y a personne au premier poteau.
Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup sur 5 minutes de déconcentration. Est-ce que Corentin… Défensivement parlant, oui. Oui, Défensivement et offensivement, je reviendrai après. On va d'abord parler avec Corentin de ce qui s'est passé sur ce corner. Et moi, je donnerai après mon avis sur Kakuta et sur Gaël Kakuta et sur Arnaud Calimundo sans aucun problème. J'assume, on peut aussi se tromper dans les notes. Hein, c'est pas moi qui vais… Je le dis souvent. Hein, bien sûr. Non, bien sûr. mais t'as raison. Corentin, déjà sur cette action-là, est-ce que c'est automatique quelqu'un au poteau ou alors c'est simplement… ça dépend un peu de la demande de Jean-Louis Léca. Non, c'est à la demande. On le travaille la veille par rapport à l'adversaire, mais c'est vrai que on a une zone au premier. Là, en l'occurrence, c'était Tchèque, je crois. C'est Tchèque et Facundo qui sont en duel tous les deux et qui se Facundo, et normalement c'est KU qui est là et du coup l'autre c'est vrai qu'il passe devant et je pense que sur les 5 premières minutes, comme tu dis, on dormait. Si Jimmy Cabot, au lieu de faire la passe, il tire, ça peut faire mouche. Enfin, honnêtement, j'ai pas compris notre début de deuxième période. C'est vrai que ça a été compliqué. Ouais. Je vais demander à Greg de me donner des points positifs qu'il aurait pu voir dans le match. Et je vais aussi demander le chat, n'hésitez pas à nous donner, vous, si vous avez des choses positives à retenir de ce match. Je ne manquerai pas de les mentionner. Donc, Greg, est-ce que tu as retenu des choses positives? Non, mais d'abord, si je peux me permettre, je vais répondre pour Arnaud Calimundo. Pourquoi je lui ai mis une note qui est 5 alors qu'il est buteur pourtant? T'as mis combien à Arnaud? J'ai mis 5 à Arnaud Calimundo. C'est pas si mal. Non, mais évidemment que ça paraît peu comme 5 pour Gaël. Alors 5 pour Gaël Kakuta, c'est d'abord parce on attend toujours plus de Gaël Kakuta, c'est presque naturel. Hier, physiquement, il a encore baissé, mais ça, c'est dans son jeu. Je pense qu'il peut pas jouer 90 minutes évidemment à fond. Sa passe, elle est absolument lumineuse, mais elle est extraordinaire. Ça passe sur le but à Gaël Kakuta. Déjà, il y a que lui qui la voit et il a une main à la place du pied parce qu'il arrive à toucher la seule zone où Calimundo peut venir la couper. Par contre, sur Arnaud Calimundo, moi, voilà, je trouve qu'il loupe cette première occasion où il manque de conviction, vraiment. C'est-à-dire qu'il ouvre son pied, il a le temps, il a peut-être presque trop le temps parce que le caviar de Florian Sotoka sur cette remise, elle est incroyable. En une touche, un vrai geste de classe, dos au but, il lui met un caviar. Il manque de conviction pour moi, il ouvre un peu trop son pied. Il montre à Bernardoni qui fait une super parade, ça peut aller au fond, il n'y a pas de problème. Mais montre un peu trop, voilà, c'est peut-être aussi l'inexpérience. Voilà, on est en début de match aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé qu'il a été un peu tendre dans les duels aussi. Pour moi, Arnaud Calimundo, je l'ai vu souvent se faire passer devant par son défenseur. Voilà. Et enfin, il s'est un peu précipité. Il y a cette frappe un peu qu'il envole en deuxième mi-temps alors qu'il peut décaler sur le côté gauche. Je crois que c'est Silla ou Aïdara encore. C'est peut-être encore Aïdara à ce moment-là sur le côté gauche. Après, évidemment, nos notes, elles sont sujets à discussion, à critique. J'ai aucun problème. Et je sais que les joueurs sont pas tous d'accord avec ce qu'on écrit et qu'ils ont bien raison parce que nous aussi, des fois, on se trompe. Faut jamais l'oublier. Voilà. Et c'est aussi à ça que sert Culture Sang et Or. Faire un débat sur les notes. Tout à fait. Et pour revenir sur le plan positif, s'il doit y en avoir, c'est simplement que cette équipe de Lens, elle tombera pas tout le temps sur une équipe aussi bien organisée. La preuve, ce sera peut-être le cas déjà samedi, parce que Rennes, c'est une équipe qui va jouer, et donc Lens aura peut-être plus d'espace, et des joueurs qu'auront atteint comme Ignatius Ganago, comme Arnaud Calimundo, auront peut-être un peu plus d'espace. Peut-être que Seko Fofana pourra prendre un peu plus d'espace aussi. Je pense que vraiment, on se rend pas compte de ce que Angers. Alors c'est pas non plus, c'est pas le Barça. Enfin on n'est pas dans un c'est pas le top club mondial non plus. On va pas se refaire le monde. Mais c'est une équipe qui venait de gagner 5 à Nîmes, qui venait de gagner à Rennes, qui est cohérente. Et donc ne surtout pas sous-estimer l'adversité qu'il y avait hier. Voilà. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'un mec comme Greg Lallemand, il se teint les cheveux aux couleurs du club d'Angers, alors qu'on est dans l'émission Culture Sang et Or. Alors, très bien. Si on commence à attaquer on peut attaquer les notes, pas le physique. C'est pas culture noir et blanc ici, quoi. C'est la Culture Sang et Or. On l'a toujours dit dans Culture Sang et Or, pas les mères et pas le physique. C'est les deux choses sur lesquelles on s'attaquera jamais. C'est vrai que Thomas est moins ennuyé avec cette histoire de cheveux quand même. Et voilà. Je savais que je ne vais pas intervenir à ce moment-là. Corentin, est-ce que vous retenez l'équipe? Vous retenez des choses positives sur ce match, malgré tout? Ouais, notre début de match, il est intéressant. Hein. Même si Angers était bien compact, on s'est créé des situations. Je pense que les 20 premières minutes sont cohérentes. Mais après leur but, c'est vrai qu'on a reculé, on a été beaucoup moins bien. Mais c'est vrai que notre début de match est intéressant. Après, pour la suite, c'est un peu plus dur. Mais bon, il faut pas tout jeter. On a fait… Pour le moment, on est bien. Là, il y a des gros matchs qui nous attendent, donc on va enchaîner. Donc, il faut se remettre à gagner et recréer une bonne dynamique.
Et juste avant, pour faire une transition, on parlait d'Arnaud Kalimuendo. Il faut savoir, vous avez peut-être cette stat, que c'est la première fois au XXIe siècle qu'un joueur du RC Lens marque pour ses 2 premières titularisations en match. Donc c'est un fait quand même notable pour Arnaud Kalimuendo. Et je vais finir sur le tour de table des choses positives sur ce match par Fabien. Fabien, est-ce que toi tu retiens des choses positives sur ce match? De toute façon, après une défaite, on a 2 réactions possibles. Soit on l'accepte pas et on plonge et on tergiverse, soit on s'en sert pour avancer. Et le point positif, je pense que cette défaite va accélérer les réflexions que peut avoir Franck Hez sur justement reprendre un coup d'avance sur les adversaires. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les équipes qui affrontent Lens arrivent en toute connaissance de cause. Ils ont étudié le système en place et nous, on est toujours en réaction par rapport à ça, et d'autant plus quand on est mené comme hier. Donc, le point positif de cette défaite, c'est que je pense que ça va rebattre un petit peu les cartes en termes d'organisation tactique. On a vu le 3-4-3 à Dijon. Hier, on a fini en 4-4-2, ou enfin, je sais pas trop comment on a fini. Il y a un moment où c'était plus trop lisible. 4-2-4. Mais en tout cas, je pense que le point positif, c'est que ça va nous refaire avancer sans craindre de perdre ce qui nous a réussi en début de saison. En tout cas, juste sur le chat, tout le monde est content de voir Corentin. Énormément de gens te disent bonsoir. Donc voilà, je te transmets ça, Corentin. On va passer tout de suite, nous, aux notes. On va noter un joueur. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant, Dieu sait que sa semaine n'a pas été facile. Je vais vous demander de noter Facundo Medina, messieurs, et peut-être en commençant par Greg. Greg, quelle note donc, toi, tu as donné 3. Moi, j'ai donné 3. Ouais, alors c'est vrai que Facundo, il y a plein d'explications. Hein. D'ailleurs, Franck Hez le disait hier, il y a évidemment une question aussi de communication simple. Et en fait, c'est vrai que Lens, comme il joue très haut, et dans l'alignement hier, parfois c'était compliqué. Alors on sait jamais trop s'il faut monter, s'il faut pas monter. D'ailleurs, l'histoire de Jimmy Cabot là sur son action, c'est ça, c'est-à-dire que Jonathan Grady est un peu bas, Facundo lui est très haut par contre, mais depuis quelques matchs, Facundo Medina de toute façon c'est un peu plus dur pour lui, on le sent. Il s'est aussi compliqué la tâche, encore une fois techniquement, peut-être parce que c'est évidemment les consignes, il faut casser des lignes. Mais hier, 2-3 fois, il fait des passes en plein cœur du jeu. Voilà, c'est compliqué. Il n'est pas au mieux. Il doit bien sûr, et il faut de l'intégration, il faut un moment d'intégration. Ça s'était bien passé. Mais on connaît tous ici, on a connu l'Argentin Esteban Fuertes qui avait fait une entrée fracassante en 2000 quand il était arrivé, où il avait fait un été vraiment très très costaud et que ça a été plus compliqué pour lui juste après. Voilà, je pense que c'est un moment il faut absorber aussi tout ça. C'est une nouvelle vie, etc. Il y a l'hiver qui arrive. J'en sais rien. J'essaie de trouver des explications, mais c'est vrai que c'est pas le même qu'on voyait par exemple à Lorient. Alors pas seulement parce qu'il avait mis un superbe retourné acrobatique, mais à ce moment-là, il était vraiment costaud sur l'homme. Il gagnait des duels en avançant. C'était le cas contre Paris juste avant aussi. Là, on le sent véritablement un peu plus dans le dur à tous les niveaux, un peu perdu. Et souvent handicapé rapidement par un carton jaune aussi dans les matchs. Je crois qu'il a pris 6 cartons jaunes sur les 10 matchs qu'il a joués. Alors, hier, Franck Hez dit oui, mais attendez, et je pense qu'il a un peu raison. Maintenant, dès qu'il bouge le lobe d'oreille, c'est exactement les termes de Franck Hez, il prend un carton. Moi, je trouve que quand même, des fois, il fait des fautes très grossières, un peu visibles. Et il manque peut-être un peu de vis, c'est-à-dire qu'il aime bien aller au duel, mais il est un peu, voilà. Et puis, il faut qu'il s'adapte à l'arbitrage français, il y a plein de choses. Ça ne veut pas dire que Facundo Medina, c'est une mauvaise recrue. On l'a vu en début de saison, c'est quelqu'un qui a des qualités, mais là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Voilà pourquoi le 3 hier aussi. Voilà. Ouais, Yannick Cahuzac lui a donné visiblement sa réputation à Facundo. Il y a eu un transfert. Je vais donner les notes dans le chat. On donne des 2, 3,5, 3, pas plus pour Medina. Est-ce que Sam, tu es sur la même tendance? Ouais, mais pour le coup, je suis totalement d'accord avec Greg. C'est-à-dire que effectivement, d'un point de vue offensif, j'ai vu des bonnes choses. Facundo Medina, ça a été compliqué. Je vais faire plus court, mais effectivement, je pense que physiquement, physiquement, il est un peu dans le dur. Alors, Greg essayait de trouver des raisons. Je pense que tout ce qu'il a dit est juste. Je vais peut-être en rajouter une. Alors, c'est à la fois vrai et faux parce que ça fait quelques semaines qu'on voit qu'il est dans le dur. Il y a eu pas mal d'allers-retours entre l'Amérique du Sud et l'Europe avec les matchs de la sélection argentine. Et puis quand même, je pense qu'il a été d'un point de vue émotionnel très très fortement touché par le décès de Diego Maradona.
Ça vous peut paraître complètement dingue, ce que je peux dire, mais je pense que ça a été très dur pour lui de l'encaisser. On peut tout à fait le comprendre. Il vient du même quartier que lui, c'est son idole, et quand on perd son idole comme ça, il y a soit comment dire, on a une réaction très forte, ou alors ça peut être compliqué quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, on va évidemment pas l'enfoncer. C'est plus difficile pour lui actuellement, et il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. On l'a vu en début de match, on l'a vu les larmes aux yeux en début de match. Oui, voilà. Et puis après, on se rend pas compte parce que nous, peut-être c'est le cas aussi de Sam. Je sais pas si t'es allé en Argentine, mais on a eu cette chance. Moi, j'ai eu cette chance d'aller en Argentine, d'aller vivre le foot là-bas un peu. Alors, on se rend pas compte de ce qu'est le foot déjà en Argentine, ce que représente le foot en Argentine. C'est pour moi le pays du foot tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une passion de tous les jours. Est-ce que représentait Diego Maradona tout simplement, déjà pour les fans de foot dans le monde, mais alors imaginez pour quelqu'un qui est né dans le même quartier que Diego Armando Maradona, qui a dû entendre parler de lui depuis qu'il est né. Oui, c'est évidemment, c'est aussi, ça peut être une explication. Mais n'oublions pas non plus qu'il n'était pas titulaire contre Nantes non plus, et c'était un choix qui avait été fait par Francaise bien avant l'annonce malheureusement tragique de la mort de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Voilà. Il y a, dans le chat, on nous propose peut-être de mettre en place une petite concurrence Radovanovic Medina pour peut-être un petit peu piquer au vif Facundo. Voilà, c'est une proposition qui est donnée. Fabien, quelle note toi tu donnerais à Facundo? Comme mes compères, malheureusement, je vais lui donner la note de 3 sur 10 sans vouloir l'accabler. Je pense que maintenant, c'est un garçon qui doit manquer de confiance et du coup qui surjoue un peu. On le voit en début de match où il enchaîne les fautes, il fait 4-5 fautes les 20 premières minutes et du coup il prend un carton et il se met en difficulté derrière pour défendre. Il faut savoir que notre système en plus là, ça l'a pas aidé puisqu'ils sont souvent 1 contre 1 à défendre face aux attaquants adverses. Là, c'était Cabot qui est un joueur très mobile et voilà, il a pas été dans les meilleures dispositions pour réaliser un bon match non plus. Donc malheureusement pour lui, 3 sur 10. Corentin, toi qui es tous les jours avec Facundo, est-ce que tu le sens un peu emprunt, ce moment un peu emprunté Ouais, c'est vrai que je le sens un peu moins bien. Je sais pas si la sélection lui a fait du bien, honnêtement. Je suis très content pour lui, mais enfin les allers-retours, la fatigue qu'il a engrangé, on le sent réellement qu'il est vraiment dans le dur, dans ses courses, même dans les duels, il est rarement sur le ballon en premier, donc alors qu'au début de saison il était injouable. Donc voilà, je pense que c'est un moment compliqué pour lui. Voilà, et il est loin de sa famille, ça doit aussi lui peser un peu, mais voilà, il doit apprendre voilà de ses erreurs et puis surtout reprendre confiance en lui, parce que tout le monde on a tous confiance en lui. Ouais. Ouais. Je voulais juste dire parce que c'est vrai que on parlait notamment, je crois que Fabien disait très justement qu'hier Jimmy Cabot lui faisait mal parce que c'est quelqu'un de très mobile, que souvent il était en 1 contre 1 aussi, c'est arrivé plusieurs fois. Rappelons quand même contre Reims qu'en deuxième mi-temps, plusieurs fois Lens a pris des buts sur des 1-2 d'école aussi avec Dia, ou alors franchement c'était visible de très loin. Et ils étaient pas là pour le coup, le Racing a pris des buts sans être en infériorité numérique, que ce soit à droite ou à gauche, que ce soit du côté de Steven Fortes ou du côté de Facundo Medina, et que là pour le coup, Facundo Medina, ça fait quand même un mois où c'est plus compliqué et où, comme le dit Corentin, là où il gagnait les duels en avançant, aujourd'hui il recule quasiment dans les duels. Il attend presque avant d'intervenir, alors que pour le coup c'est quelqu'un, on sent qu'il aime évidemment le contact, le corps à corps, et d'aller chercher lui le ballon dans les pieds de l'autre. En début de saison, encore une fois, le coordinateur sportif du RC Lens, Florent Gisolfi, disait Medina, on sait qu'un jour, si on doit être devant 80 000 spectateurs, qu'il faut aller chercher un ballon dans un moment chaud au poteau de corner, il va aller le chercher parce que c'est dans son tempérament, dans son caractère. Et je suis sûr que c'est le cas. Là, en ce moment, on le sent qu'il subit un peu les duels. Et c'est vrai que ça ne correspond pas. Même dans son langage corporel, je trouve qu'il dégage un peu plus de pas de la passivité, mais pas de la crainte non plus, mais on sent un peu plus effacé. Voilà, c'est tout. Je rebondis juste sur Greg très court. Disons que c'est un peu le propre des joueurs qui misent quand même beaucoup sur l'impact physique. Facundo Medina, c'est un impact physique qui est très fort. Donc, je veux dire, quand tu as une baisse physique et alors que tu mises une bonne partie de ton jeu là-dessus, forcément, ça se ressent beaucoup plus qu'avec un joueur qui peut être technique, par exemple. Donc, effectivement, d'abord se refaire physiquement et puis après retourner au feu.
C'était la section notes du coup qui s'est beaucoup concentrée sur Facundo Medina. On va passer sur la dernière section de la partie analyse du match, le carton rouge. Alors vous pouvez mettre un carton rouge, vous le savez, soit quelqu'un, soit quelque chose qui a émaillé le match. On va peut-être commencer par Fabien. C'est quoi ton carton rouge pour le match d'hier? Mon carton rouge, je vais le donner à Franck Hez, au risque de me faire traîner au bûcher. Mais non, c'est un entraîneur que j'apprécie réellement, qui a beaucoup d'idées et qui va justement au bout de ses idées. Mais on voit bien que hier, je pense qu'il a un petit peu perdu pied en seconde mi-temps où on est très tôt mené. Et il a fait beaucoup de changements dès la 60e minute ou 63e où on change de système et comme disait Corentin, derrière on a vu des lignes lensoises qui n'étaient plus du tout compactes. Collectivement, du coup, on a pris l'eau au milieu. Il y a eu des vagues de l'adversaire où on pouvait à chaque fois prendre un but. On était sur le fil. Et donc, je comprends la démarche de Hez d'aller chercher l'égalisation à tout prix, mais au final, je pense qu'il a un petit peu perdu son pari. Donc le carton rouge, c'est peut-être un peu fort, mais je tenais à souligner ça. Voilà. Je me dis que si on avait gardé nos principes jusqu'aux 10 dernières minutes, par exemple, peut-être qu'Angers n'aurait pas mis ce 3e but ou n'aurait pas été aussi dangereux et on aurait eu derrière des occasions de revenir à 2-2 ou on aurait simplement perdu 2-1 en ayant été au bout de nos idées. Peut-être. Voilà. N'hésitez pas sur le chat à mettre vos la rencontre d'hier. En attendant, on va écouter celui de Sam. Quel est ton carton rouge pour hier? Sincèrement, moi, je vais pas adresser de carton rouge. J'ai été déçu par les performances de Seko Fofana, mais on l'a déjà dit, de Facundo Medina aussi. Mais voilà, j'oublie pas tout ce qui a été réalisé auparavant. Pour moi, ça reste par rapport à ce qu'on imaginait au tout début de saison, ça reste un très bon début de saison. Ce n'est pas parce que en fait sur un match t'es inférieur à l'adversaire qu'il faut forcément chercher des victimes expiatoires. Pour moi, ça a été un mauvais match globalement, mais avec une très bonne équipe d'Angers. Et je vais pas me permettre d'adresser un carton rouge à un quelconque joueur. Greg? Ouais, moi c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de donner un carton rouge un peu général en fait à l'équipe. C'est-à-dire que on sent que c'est pas un carton rouge parce qu'encore une fois, cette équipe elle était peut-être pas en sur-régime au début, mais elle réussissait tout. Aujourd'hui, tout le monde est un cran en dessous, en fait. Par rapport tout le monde est descendu d'un petit cran. Et du coup, collectivement, ça se voit. Voilà, c'est tout. Et le seul aujourd'hui, en tout cas, l'approche du match qui doit arriver, c'est de se dire que cette équipe, elle aura de toute façon des coups de moins bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait. Pour moi, Ouais. C'est est-ce que cette équipe qui est surfée sur une vague d'optimisme, d'enthousiasme, qui réussissait pas tout, mais qui était portée par une forme de vague positive, comment elle va pouvoir aujourd'hui se remettre de ça? C'est pas non plus un coup d'arrêt absolu, c'est un coup de mou, mais de cette capacité de réaction, on va voir si cette équipe est vraiment armée pour la lutte pour le maintien, parce que croire que c'est fini, évidemment, ce serait se tromper. Cette équipe, elle a montré qu'elle avait largement les capacités de se maintenir en Ligue 1 à partir du moment où elle était à bloc. Et en ce moment, même quand elle était à bloc, on sent qu'il manque quelque chose. Alors, il faut aller chercher ce supplément d'âme et surtout prendre des points rapidement pour éviter que le doute puisse s'installer. Voilà. Dans le chat, on donne un carton rouge c'est Anthony qui donne un carton rouge au milieu de terrain global pour son manque d'agressivité. Et on a Morgane Martel qui donne un carton rouge à l'arbitrage, qui trouve que le jeu a été trop haché à cause des interventions incessantes de l'arbitre. Et toi, Corentin, est-ce que tu as un carton rouge à donner sur ce match? Non, le carton rouge, moi, c'est la défaite. Voilà, c'est un coup d'arrêt parce qu'à domicile, on était bien, on n'avait pas perdu. Ouais. Et le carton rouge, il est sur ça. On était invincible à domicile et maintenant, voilà, première défaite à domicile. Donc, c'est juste ça, le carton rouge. Sinon, après, voilà, j'ai confiance en l'équipe. J'ai hâte de voir la réaction qu'on va avoir sur les prochains matchs aussi. Voilà, le caractère qu'on va montrer parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit l'effectif et l'équipe qu'on est. Donc, j'ai hâte de voir les prochains matchs. Et voilà pour l'analyse du match face à Angers. Et merci Corentin de répondre aussi ouvertement à toutes ces questions. On va tout de suite passer à la mi-temps avec le fameux quiz Culture Sang et Or. Il portera sur le dernier Lens Angers en Ligue 1. Est-ce que vous saviez en quelle année c'était? En 93, le dernier Lens Angers. Donc je vais vous demander la composition du RC Lens ce jour-là. Les titulaires du RC Lens face à Angers, c'était une défaite. Mais Corentin était presque pas né. Corentin était pas né, 93.
oui, C'était pas né. Et ben Corentin, on va commencer par toi. Débrouille-toi avec ça, Corentin. Au RC Lens. Un joueur. Qui était titulaire. Ouais. Je peux essayer de t'aider peut-être. Un joueur qui vient de revenir au club, qui a été entraîneur, qui n'a connu qu'un seul club, le RC Lens, qui s'appelle Eric. Bon, c'est pas grave. Sam. Je peux le reprendre ou pas, Corentin? À chaque fois. Merci. Je le reprends. Eric Sikora. Bon courage à tous. Eric Sikora. Fabien. Roger Bolli. Roger Bolli, il n'était pas titulaire, il est rentré à la 70e, Fabien. Donc désolé, Greg. Alors, 93-94, enfin je sais qu'il y avait Moustapha El Adaoui, il y avait Christophe Lagrange et Cédric Dory, c'est tout ce que je peux te dire. Et Christophe Galtier aussi en face. Et Christophe Galtier, non, je vais tenter Jean-Guy Wallem. Jean-Guy Wallem, ça marche. Sam. Ça m'énerve de perdre contre Greg, mais... Ça t'arrive souvent quand même, hein, tu devrais t'y faire. Ça m'arrive souvent, c'est ça le problème. Je vais tenter Francis Gillot. Et Francis Gillot n'était pas là, Greg. Il était parti. Ouais, il était parti, je pense. J'aurais dit Guillaume Warmus dans les buts. Il était dans les buts, ouais. Et voilà. Jimmy Adjovi-Boko. Ouais. Ouais, il est là. J'aurais dit Pierre Lègue. Non. Ah. Bon, non. 80. Un joueur australien. Il y avait un joueur australien. Robbie Slater. Ah oui, Slater. Voilà. Je vous raconterai un jour mon histoire, c'est grâce à Robbie Slater que je soutiens le RC Lens aujourd'hui, mais c'est pas le moment, de raconter ma vie. On peut finir, Fred Mérieux. Ah, Fred Mérieux était là. Est-ce qu'il y avait du François Mambic? Ah ouais, François Mambic peut-être. Exact. Bon, un certain Hervé assez connu encore. Hervé Arsène. Ouais. Christophe Delmotte. Mais de toute façon, on peut tous les faire. La seule vérité, c'est que j'ai gagné. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est une victoire de Greg Lallemand. Nous, on va tout de suite passer à la seconde mi-temps. C'est le moment de l'interview donc de Corentin Jean. Corentin, merci encore une fois. Hein, je te remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on a eu quelques questions sur le chat. Une question notamment on parle beaucoup de ton statut au RC Lens cette saison où tu grappilles du temps de jeu, ça et là, quelques titularisations. Comment tu vois la concurrence? Comment tu la vis cette concurrence cette année? Non, après, oui, je sais qu'il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Tous les postes sont à peu près doublés. C'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence. Moi, je la vis bien. La concurrence, elle est saine. Après, voilà, je sais que les joueurs qui jouent le méritent, ils performent. Il y en a qui ont marqué. Donc, moi, j'ai pas encore marqué. Donc, voilà, j'accepte. Mais comme je l'ai déjà dit, je travaille à fond pour essayer de débloquer mon compteur et puis de faire les meilleures performances possibles. J'essaie d'apporter au maximum à l'équipe et puis après, ça sera au coach de décider. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je lâche rien. Voilà, je me suis toujours fait dans le travail et c'est pas ça qui va m'arrêter. C'était une question de Janek sur Twitter qui demandait justement, vu que tu as fini la fin de saison en Ligue 2 en boulet de canon, en titulaire indiscutable, est-ce que tu savais à peu près, en voyant les recrues arriver, qu'il y aurait un turnover plus important te concernant? Oui, bien sûr. Surtout le dispositif que le coach met, il y a 2 attaquants et vu qu'on est plusieurs, je savais, il nous l'avait dit qu'il y allait avoir du turnover. Donc, faut l'accepter, puis il faut essayer de performer le plus possible. On a Tiggy87 sur Twitter qui parlait de ton expérience en Ligue 1 parce que finalement, tu es un des joueurs les plus expérimentés du groupe. Est-ce que ça te donne un espèce de rôle de meneur, de conseiller pour ceux qui découvrent l'élite? Non, je suis pas vraiment meneur dans le vestiaire. Il y a d'autres joueurs qui le font à merveille. Mais oui, c'est vrai que des fois, j'ai des petits conseils à donner sur des joueurs qui n'ont pas encore une expérience suffisante ou élevée. Mais moi, voilà, après, je suis pas quelqu'un qui va gueuler dans le vestiaire. C'est pas mon genre, mais c'est vrai que dès qu'on me le demande, je réponds présent. Et puis, j'ai toujours des petits conseils à donner aux joueurs qui le demandent. Sam? Ouais, une question de Sam du 62 pour Corentin. Non, simplement Corentin, je t'ai trouvé très à l'aise à Dijon dans un système en 3-4-3 sur un côté. Est-ce que c'est un dispositif qui a ta préférence, ou est-ce que jouer dans un système à 2 devant, pour toi c'est quelque chose qui peut t'aller également? Les deux me vont. Après, j'ai envie de dire, si l'équipe me donne de l'espace, moi, j'adore ça. Je dévore l'espace. C'est ce que j'aime.
Après, voilà, quand ça joue un peu plus bas, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les joueurs sont en duel. Je dois faire des appels, me démarquer pour pas être dans le duel. Mais c'est vrai qu'à Dijon, on a eu pas mal d'espace et on a eu des contres assez rapides. Et moi, c'est vrai que j'affectionne ça. J'ai joué sur mes qualités. Donc voilà. Après, c'est vrai que dans le système en 3-4-3, je me sens à l'aise parce que j'ai aussi pas mal de liberté à bouger un peu sur le front. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Greg, tu voulais rajouter? Ouais, une question de Greg, Petit Panda 59. Écoute, Corentin, non, je voulais juste rajouter, on dit souvent, et on l'a vu l'année dernière, notamment je me souviens de ses buts contre Clermont et contre 3 à Bollaert, tu es quelqu'un de très clinique et très précis en face à face, que tu es quelqu'un qui a ce sens-là du but et du sang-froid. On l'avait vu d'ailleurs, vraiment c'était 2 buts pour le coup qui étaient marqués du saut de la lucidité. Est-ce que t'es pas frustré d'avoir eu très peu d'occasions? Je me souviens d'une tête à Lorient, mais c'est vrai, il y a eu un coup franc sur la barre, je crois, contre Reims, si je me trompe pas. Est-ce que t'es pas vraiment frustré de ce qui est en train d'arriver? C'est-à-dire que malheureusement, pour l'instant, tu as eu très peu d'occasions à te mettre sous la dent. Ouais, c'est vrai que oui, j'ai pas eu énormément d'occasions. C'est vrai, comme tu l'as dit, j'aimerais être souvent en face à face parce que je sais que j'ai des qualités de finisseur. Donc après, c'est à moi de me créer les occasions, mais c'est vrai que des fois, il y a de la frustration. Je me dis que j'aimerais me créer plus d'occasions, ça c'est sûr. Est-ce qu'à l'entraînement, le fait de ne pas avoir eu beaucoup d'occasions en match, est-ce que tu continues à être aussi efficace dans le travail devant le but, ou tu sens que un but en Ligue 1 pourrait encore améliorer aussi dans la semaine? Comment ça se passe pour toi? Non, oui, à l'entraînement, je travaille beaucoup devant le but. C'est vrai que j'essaie de travailler un maximum, mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'un but en Ligue 1, voilà, ça me donnerait encore plus de confiance et je pense que voilà, il y aurait un déclic et il ferait que voilà, ça viendrait tout seul. Mais bon, il faut continuer. Je sais que voilà, ça va venir. Je vais rien lâcher et puis on va croiser les doigts que ça arrive le plus tôt possible. Et j'ai une question pour revenir à cet été, ce qui s'est passé. Est-ce que tu as rapidement su que donc tu avais une option d'achat sur ton prêt? Est-ce que tu as rapidement su qu'elle serait levée par le club du RC Lens, contre la vite dit? Oui, on me l'a très vite dit. On me l'a dit à la fin du confinement, donc c'était début mai, il me semble. Début mai, on me l'a annoncé. Après, le plus dur, c'était Toulouse. Parce qu'ils mettaient un peu des bâtons dans les roues, donc le plus dur, c'était Toulouse. Et Greg et Sam vont se moquer de moi, mais j'ai une question de François Sevret sur Twitter qui demandait si toi qui as connu un Bollaert plein versus un Bollaert vide, est-ce que tu sentais que les réactions des adversaires étaient différentes? Est-ce que les adversaires sont un peu plus désinhibés cette année, le fait de ne pas avoir une masse de supporters contre eux? Non, je sais pas trop. C'est vrai que là, j'ai mon pote qui est venu à Angers, Jimmy Cabot, que je connais très bien. Il m'a dit, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas votre public parce que eux, ils sont contents de venir, mais quand il y a le public, là, c'est vrai que même pour nous, c'est compliqué. Voilà, sans notre public, c'est plus dur. Des fois, on peut être dans le dur et ils vont nous pousser. On va avoir un regain d'énergie, donc c'est hyper important pour nous, on le sait. On espère que ça va revenir très vite parce que le foot sans supporters, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez le sentiment, là, tactiquement, de jouer sur terrain neutre chaque week-end, que ce soit à Dijon, à Bollaert, n'importe où? On a le sentiment qu'aussi les matchs sont un peu fous parce que toutes les équipes elles jouent comme si c'était un entraînement. Concrètement, est-ce qu'hier, ça changeait quelque chose de jouer à domicile ou pas du tout? Honnêtement, pas du tout. C'est comme tu l'as dit, on a l'impression qu'on joue sur terrain neutre. Il y a juste la pelouse, voilà, on connaît notre pelouse, mais l'environnement, mais voilà, il y a pas de bruit dans le stade. C'est vrai que c'est assez triste. Donc ouais, c'est compliqué. Est-ce que ça aide vraiment, comme là tu as pu connaître à Lille, quand tu as joué à Lille et qu'il y a des clubs qui sont en train de le faire, est-ce que ça aide vraiment d'avoir une bande son des supporters comme ça dans le stade? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de public, de mettre cette bande son, je trouve ça pas mal. Il y a un peu de bruit dans le stade, quoi. On sent qu'on n'est pas seul, quoi. Merci Corentin en tout cas d'avoir répondu à toutes ces réponses. On a vu popper comme ça dans la conversation un Jérémy Sauvage est apparu. Vous avez vu le maillot Sauvage, vous avez vu ce superbe maillot. Alors là, attention, ça c'est du collectif.
Ah ouais, là on est sur Voilà. l'ancien. Voilà. Je l'ai précisé au début d'émission, Jérémy Sauvage des Red Tigers, on avait un petit peu parlé de. Donc toi, tu es un membre important de l'association le Noël des enfants, donc enfin de l'opération de Noël des enfants. C'est une opération que on a déjà parlé dans cette émission, que tous les supporters du RC Lens connaissent plus ou moins bien, mais on a forcément déjà entendu parler. On voulait voir avec toi où en était l'opération cette année, comment ça se passait. Est-ce que tu avais des infos à donner à nos auditeurs? Bah, déjà, bonjour, vous m'entendez bien? Super, Très bien, Jérémy, très bien. Ok. Bon, bah, bonjour à tous. Oui, voilà, donc Greg, il va pouvoir confirmer. Hein, le premier Noël des enfants s'est passé dans ton appartement, est-ce que je sache? Ouais, Voilà. ouais, c'est un bien vieux souvenir. Effectivement, c'était il y Voilà. a 15 ans et ça avait été lancé Un peu par- plus, hein, mais bon, c'était Ah avec. ouais, j'aurais dit 2005. Ouais, bon, on sait jamais sur les dates, hein, tu le sais très bien. C'est Mais vrai. voilà, tout ça s'était passé dans ton appartement. Ouais, vrai. voilà, ça, je m'en souviens très bien. C'est vrai, j'oublie pas. Voilà, l'action cette année, elle se déroule malgré tout. Parce que de toute façon, on a le Covid. Avec le Covid, on pensait ne pas le faire. Ça a été très, très, très difficile. On a pensé à plusieurs plans. On s'est dit plan A, plan B, plan C. Finalement, on se retrouve avec un plan D qu'on n'avait pas prévu. Et ce qui s'est passé, c'est que on a lancé une cagnotte. Alors, il n'y a pas de collecte cette année, il y a 0 collecte. Tout se passe par une cagnotte en ligne qu'on peut trouver au niveau du site Facebook Tigers, mais aussi L'Noël des enfants. Ça, c'est vraiment notre page Noël des enfants. Et ensuite, on a aussi eu la chance d'avoir des maillots par les joueurs. Alors, je pense que c'est Jean-Louis Leca qui est à l'origine. Peut-être que Corentin va nous le confirmer. Mais c'est Jean-Louis Leca qui a fait un peu la recherche de maillots auprès de vous. J'en ai récupéré pas mal. Et donc, on va organiser, on en a mis plusieurs dans les services hospitaliers pour faire des cases, pour récupérer de l'argent. Mais on organise aussi une vente aux enchères ce week-end, le 5 et le 6 décembre, avec des maillots portés et aussi une ou deux surprises. Voilà. La communication des ventes aux enchères commence dès ce soir. Et toute la semaine, elle va se dérouler sur toute la semaine. La cagnotte en ligne est toujours en ligne jusqu'au 10 novembre. Je ne sais plus à combien nous sommes. Bon, peu importe. Et ensuite, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, tout l'argent récolté, c'est-à-dire qu'elle sera récoltée sur la cagnotte avec les maillots, tout cet argent en fait sera dépensé dans des magasins indépendants. Et pour cette année, en fait, on s'était rendu compte qu'avec la crise sanitaire, plusieurs magasins avaient dû fermer. Nous, on a pris contact avec tous les magasins indépendants de jouets. On se refuse d'aller dans des grandes chaînes et on leur a demandé. Bon, on a eu beaucoup de surprises parce que les gens étaient très heureux qu'on les aide. Et voilà, sachez que chaque argent, chaque euro donné, en fait, servira aussi à des commerçants indépendants qui sont dans une difficulté financière et à cause de la crise sanitaire, on va les aider. Donc, on va faire plaisir aux enfants comme tous les ans, mais on va aussi essayer de participer un peu à cette crise. Voilà. En gros. Et est-ce que tu as encore un message à faire passer par rapport à l'association? Qu'est-ce que peuvent faire les supporters qui nous regardent aujourd'hui? Tu les invites à faire quoi? À se rendre sur la page de l'opération? Oui, en fait, tout simplement, on n'en a jamais assez, hein, on ne va pas se mentir. Ouais. Cette année, on a de l'hôpital de Lens, le foyer Saint-Exupéry, le foyer Neuf de Cœur qui est un foyer pour femmes battues, les IME, et cette année, on fait l'hôpital de Douai, l'hôpital de Béthune avec les Galley Boys et l'hôpital d'Arras, inversement, l'hôpital d'Arras avec les Galley Boys et Béthune avec Excellence. Il faut savoir que ces deux sections qui organisent ne pouvaient pas le faire. Et moi, je les ai réunis, j'ai dit, écoutez, vous le faites et moi, je vous soutiens. Donc en fait, cette année, tout le monde le fait. Ouais. En fait, j'invite tout le monde à aller sur la page L'Noël des enfants. Ça, c'est la page Facebook. Retenez bien L''Noël des enfants. Dessus, vous verrez... Je le dis juste, Jérémy, hein, il y aura les liens dans la description du podcast. Je le redis comme ça pour ceux qui écoutent. Okay, merci. Voilà. Merci à toi. Mais tu m'as demandé, donc je le dis. Et donc en fait, tout simplement, sur cette page, vous allez vraiment trouver toutes les infos qui se passe parce que toutes les semaines il y a des choses sur les ventes aux enchères mais aussi sur la cagnotte. Vraiment tout est décrit dans cette page-là. C'est très facile, il suffit d'aller voir. Merci Jérémy. Je te propose juste de rester pour la séquence qui arrive parce qu'on va parler de Papa Bouba Diop et j'imagine que tu auras forcément un petit souvenir à nous relayer sur ce joueur. Donc on l'a appris cette semaine, Papa Bouba Diop nous a quitté à l'âge de 42 ans des suites de la maladie de Charcot. On trouvait ça totalement logique de lui rendre un petit hommage pour ce joueur qui représente de très belles années du RC Lens et c'est un joueur emblématique du RC Lens. Donc je voulais juste rapidement que chacun me disiez un petit souvenir de Papa Bouba
Bouba Diop, moi je vais juste commencer rapidement, sans donner un souvenir très précis, mais je me rappelle juste de cette espèce de beau bébé comme on a rarement eu au RC Lens, un joueur avec un physique très très impressionnant et qui le rendait très attachant parce que c'est quelqu'un qui avait la tête de quelqu'un de foncièrement gentil versus quelqu'un que tu n'avais pas envie d'affronter au football sur un terrain. Et c'est ce genre de joueur qui nous plaît beaucoup. Et bon, je vais juste rappeler son petit but contre l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2002 qui nous a bien fait du mal. C'est dans ces moments-là où, en tant que supporter lensois, on ne sait plus trop où se mettre entre être content pour un des nôtres et en même temps être triste pour l'équipe de France. Greg, est-ce que tu veux nous partager un petit souvenir sur Papa Bouba Diop? Un souvenir, il y en a quelques-uns évidemment. Il y a cette déception en tant que supporter de l'équipe de France de cette ouverture de mondial qui venait après une saison. Le RC Lens avait quand même fait deuxième du championnat avec toute une équipe faite avec beaucoup de Sénégalais. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Pessar, il y avait Ferdinand Coly, il y avait El Hadji Diouf, qui est une sorte de grand cinglé et qui était un grand ami de Papa Bouba Diop, qui lui, pour le coup, était quelqu'un de beaucoup plus calme. Donc c'est vrai que l'eau et le feu, et en même temps, évidemment, comme tu l'as dit, il fallait pas scoltiner. Je pense au marquage, Papa Bouba Diop qui avait envie de te découper. Donc voilà, c'était un joueur évidemment qui donnait beaucoup. Non, mais c'est évidemment un joueur qui a marqué une période qui était faste pour le RC Lens, où Lens avait quand même en Coupe d'Europe tous les ans. Moi, juste un match, c'était ce Lens Bayern de Munich à Bollaert, un but partout, un match en Ligue des Champions, un match de feu avec Oliver Kahn quand même dans les buts. Enfin, je vous fais pas l'équipe du Bayern, mais on parle quand même d'une équipe qui était très 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 costaud. Lens avait fait 3 partout au retour à l'Olympia Stadium, mais avait fait aussi un partout à Bollaert. Et je me souviens de son duel avec Michael Ballack, qui était à l'époque évidemment le numéro 10 de l'équipe d'Allemagne. Je peux dire que Michael Ballack avait passé une soirée pas très simple dans le feu de Bollaert et avait vécu vraiment de grosses difficultés devant Papa Bouba Diop. Donc voilà, qui était un joueur qui n'était pas très technique, qui était aussi parfois irrégulier. Mais par contre, de tous les gens qui l'ont côtoyé au club, et j'en ai encore eu la preuve aujourd'hui en ayant beaucoup de gens au téléphone, qui a marqué par sa sympathie, son intelligence, et puis qui est revenu ici dans la région après sa carrière parce qu'il a aussi fondé sa famille ici, et c'était quelqu'un de profondément attaché à l'Artois et au Pas-de-Calais. Donc voilà, évidemment, une pensée pour sa famille, ses proches et tous ceux qui l'aiment. Voilà. Jérémy, est-ce que tu as un souvenir à nous partager de ce joueur? Un souvenir, moi, c'était un joueur qui m'avait fort marqué. En fait, c'était vraiment. J'avais l'impression de revoir des fois Fouet. Alors oui, pas le même physique, et ce grand sourire. Si je me trompe, je pense qu'il avait une fille. Alors c'est peut-être que je me trompe, mais moi, travaillant à l'hôpital, j'avais déjà croisé en fait dans les couloirs. Malgré qu'il venait pour lui ou pour quelqu'un d'autre, il avait toujours ce sourire. Et je pense que c'était. Je le connais pas personnellement, mais tous les décos qu'on a, c'est quelqu'un de très sympathique. Et sur un terrain, pour moi, c'était un déménageur. Et vraiment, quand je vous parle de Fouet, j'avais vraiment l'impression de revivre un peu Fouet avec un grand sourire. Pas les mêmes mollets, par contre. Fouet avait des plus gros mollets. Voilà. Alors, en tout cas, on a passé une sale semaine assez triste. C'est vrai que c'est une semaine assez triste. Sam, quel souvenir toi t'as de Papa Bouba Diop? Ouais, effectivement, ça coïncide avec une période qui était top pour le Racing, entre guillemets le titre honorifique de vice-champion, les matchs de Ligue des Champions, le maillot doré, le fameux maillot doré. Alors, Greg, il a parlé du Bayern, il y avait également la victoire contre le Milan AC, la victoire contre la Corogne. Et puis en fait, effectivement, hier, j'ai été fortement frappé par ce décès. Je savais pas qu'il était malade. La maladie de Charcot, c'est une vraie saloperie. 42 ans, c'est terrible. Alors évidemment, on pense à lui et à ses proches. Et donc, j'ai simplement regardé en fait son palmarès qu'il avait accompli. On a parlé du but contre la France. Et puis, je sais pas si tu as vu ça, Greg, mais 2002, il était quand même 21e au classement du Ballon d'Or. Absolument. À égalité avec El Hadji Diouf, c'est-à-dire qu'il a mis 3 buts en Coupe du Monde quand même cette année-là. Quand même le Sénégal quart de finaliste. Et exact. Il finit 21e exactement au Ballon d'Or. Exactement à égalité avec El Hadji Diouf, son coéquipier, et Lensois, son coéquipier en sélection sénégalaise. Ce qui est une performance exceptionnelle, enfin de manière générale et de manière absolue aussi, je veux dire pour un joueur du RC Lens. Donc voilà, évidemment on n'a que des bons souvenirs de ce grand gaillard. Corentin, toi, on rappelle, tu as 25 ans. Est-ce que c'est un joueur que tu connais? Tu connaissais?
Ouais, bah, l'image qui me marque, c'est le but contre la France en 2002, voilà, un peu comme tout le monde. Et aussi, j'ai pu un peu le découvrir quand on était en Angleterre, à Fulham, puis après à Portsmouth. Donc, c'est vrai que par sa taille et voilà, ses qualités physiques, je le connais un petit peu. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai qu'en Angleterre, ça m'a marqué. Et Fabien, pour finir, un souvenir sur Papa Bouba Diop. Eh ben, pareil que mes collègues, c'est une époque dorée pour le RC Lens, la Ligue des Champions, où on est dans un groupe avec le Bayern, la Corogne et Milan. Ce match contre Milan, où on a un milieu de terrain avec Seydou Keita, lui et Sibierski, en face d'Ambrosini et Pirlo notamment, et on fait jeu égal et on s'impose 2-1. Lui physiquement c'était beaucoup d'impact, mais c'était un petit peu la force tranquille, c'est-à-dire qu'il avait un énorme physique, mais derrière on sentait une grosse humilité, un gros travail, et donc je pense qu'il collait parfaitement à ce qu'on attend nous en tant que supporters de Lens des joueurs, c'est-à-dire beaucoup d'efforts, de la générosité, mais en même temps une grosse humilité et un calme à toute épreuve. Ouais. Donc on pense évidemment à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu pendant sa carrière de footballeur et tout au long de sa vie, sans transition, parce que dans ces cas-là, c'est juste pas possible de faire de transition. On va se projeter sur le prochain match du RC Lens. Donc samedi prochain à 15h, nous affronterons Rennes. Rapidement, je veux savoir ce que vous attendiez de ce match, peut-être en commentant par Corentin. Qu'est-ce que vous attendez, vous, ce match dans le groupe? Non, une réaction. Voilà, on sait que c'est une très grosse équipe. Voilà, et c'est une équipe de Ligue des Champions. Ils ont un effectif incroyable. Donc, on sait que ça va pas être évident. Mais bon, ils vont peut-être aussi avoir un peu de fatigue. Donc, parce qu'il me semble qu'ils jouent en semaine. À Krasnodar, ouais. Et mercredi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas à côté en plus. Ouais. Avec le déplacement, tout ça, peut-être qu'ils vont être fatigués. Donc, ça va être à nous d'en profiter. Et ouais, non, il va falloir réagir à l'extérieur. Ça serait bien qu'on fasse un truc là-bas. Sam, qu'est-ce que tu attends de ce match? En fait, j'attends que les leaders de l'équipe se montrent, en fait, comme ils l'ont fait depuis le début de la saison. Peut-être une réaction également de la part de Seko Fofana. Voilà, je pense qu'il y a un coup à faire malgré tout à Rennes. Hein. Corentin l'a dit, c'est une grosse équipe, la Ligue des Champions, etc. C'est une équipe qui progresse depuis quelques saisons maintenant, mais ça fait quelques matchs qu'ils n'ont plus gagné. Je pense qu'ils sont également dans une période un peu délicate d'un point de vue physique. Alors on a deux équipes un peu groggy qui vont s'affronter. Je pense qu'il y a un coup à faire. Donc voilà, si l'équipe est concentrée, disciplinée, bien physiquement, il y a peut-être moyen d'aller grappiller quelque chose. Jérémy, même question. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends de ce match? Déjà, j'attends de revenir au stade. Non, je déconne. Je vais voir ce que je dis, mais ça sent bon. Ça sent bon. Ouais. Qu'est-ce que j'attends? C'est difficile à dire parce que moi en fait, je trouve que on n'est pas mauvais du tout. On joue super bien, on n'a pas de bol et puis que là on va affronter une grosse équipe qui joue la Ligue des Champions. J'attends qu'on continue à faire notre saison. En fait, on fait une saison qui nous correspond. On est promu et on fait de notre mieux. Là dimanche, excusez-moi, on a perdu. On est tombé sur plus fort que nous. Là, on va jouer plus fort que nous. On me fait un match nul, ça sera parfait. Après, moi, j'ai pas trop envie de dire on va gagner, on va ceci, on va cela. Je suis très fier de mon équipe depuis le début de saison. Je pense qu'on est beaucoup à être fiers. On attend juste que qu'on ne lâche pas. En fait, on continue sur ces valeurs-là, sur ces bases-là. Après, Après, on joue à Rennes. Franchement, on joue à Rennes, ça va être très difficile. Mais en même temps, ils reviennent de Krasnodar. Greg le disait, c'est très très loin. Et puis en plus, eux, je crois que si je me trompe, ils jouent pour une place. Ce sera un long déplacement pour les autres. Ouais, ça serait top. Mais si je me trompe, ils jouent encore une place en Europa League. Europa League, donc, exact. Ils risqueraient de donner beaucoup pour mercredi et d'être fatigués ce week-end. Donc vraiment, on a un coup à jouer. Sincèrement, on a un coup à jouer. D'accord, Corentin? Jérémy, t'es là aussi pour ça. En tant que... Un petit coup de pression pour Corentin. Greg, toi, tu me parlais hors antenne, tu disais quelque part à Rennes, à chaque poste, on a un joueur impressionnant. Disons clairement, mais après, ce sera de toute façon la vérité du RC Lens jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que si on s'arrête sur les noms qui sont posés sur sur la feuille de match, clairement, le Racing, il va être dans les 3 derniers. Et donc, depuis le début de saison, cette équipe, elle montre qu'elle est capable de hausser son niveau de jeu. Elle l'a montré contre Bordeaux, contre Saint-Etienne.
contre Paris, parce que moi l'histoire de Paris, voilà, c'est les remplaçants, moi je veux bien, mais enfin quand on voit l'équipe qui était alignée, ça restait du très très haut niveau. Lens a fait des très bons matchs en début de saison. On sent que l'équipe est un peu plus dans le dur. Et comme je disais, moi ce que j'attends, c'est justement un très bon révélateur, ce qui va se passer de cette équipe. Est-ce qu'elle est capable dans ce premier coup mou de ressortir un match comme en début de saison pour prouver simplement que c'était un coup mou simplement. Mais voilà, j'attends surtout un bon match de foot parce que voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Même moi, je serai à Rennes, mais alors on fait partie de ces privilégiés. Nous, on est très peu. La semaine dernière, on était 30 en tribune à Dijon parce qu'en tribune de presse, on est très peu. Là, je serai à Rennes samedi. C'est d'une tristesse sans nom les matchs de foot en ce moment. Une tristesse sans nom. Et je pense surtout aux supporters de Lens. Comme Jérém, comme Fabien, comme tous ceux qui se déplacent dans les stades, qui rêvaient de vivre la Ligue 1 auprès de leur équipe cette année, voilà, je pense à eux parce que ça va être dur, ça va être frustrant. Effectivement, que cette équipe, elle puisse, quand les supporters reviendront au stade, elle puisse permettre à ces gens de vivre des belles et bonnes émotions, on espère le plus vite possible. Voilà. Et donc, Fabien, pour conclure, qu'est-ce que tu attends, toi ? Moi, j'attends, comme disait Jérémy, qu'on poursuive notre bonhomme de chemin. Je pense que la réaction, elle est attendue côté rennais. Eux, ils sont vraiment dans le dur. Ils ont gagné un seul de leurs 7 derniers matchs. Donc, pour le coup, c'est une équipe qui va chercher à imposer son jeu et pas forcément à contrarier le nôtre. Donc, ça peut peut-être davantage nous convenir en ce moment. Ça a été le cas de Razak Boukari, d'Olivier Thomer, de Jérôme Leroy, voilà, de John Utaka qui a mis un triplé. Quelques mois après avoir déjà mis un triplé avec Lens contre Rennes, il était à là-bas, il avait mis un triplé pour le Stade Rennais contre Lens. Donc voilà, donc faites attention à Benjamin Bourigeaud qui a une bonne petite frappe et qui est capable de perpétuer cette tradition. On va tout faire pour pas que ça perpétue. Et on va nous perpétuer la tradition de Culture Sans Erreur de finir par les pronos. Il est bon, il est bon ce Thomas, il est pas mal quand même. Déjà, bam bam, c'est du ping-pong. J'essaye de faire des transitions, elles sont pas aussi rapides que celles de Corentin, mais elles ont le mérite d'exister. Donc le moment des pronostics. Allez Jérémy, le score du match de samedi à ton avis? 2-2. Sam? 1 partout. Corentin? 1-0. 0-1. But de qui, Corentin? 0-1, ouais. ça marche. Fabien? 1-2. 1-2. Et Greg? Moi, de toute façon, je me trompe toutes les semaines depuis à peu près la nuit des temps. Donc je vais dire 2-0 pour le Stade Rennais. Et j'espère que ça mettra un peu la rage à Corentin Jean qui se dira je reviens lundi prochain pour vous dire que le Racing a gagné 1-0 sur un but de Corentin Jean. Voilà, sur coup franc, comme ça, ce sera parfait. Ah ouais, là, je reviens lundi direct. Ça, c'est super. De devenir chroniqueur régulier, c'est pas super. Parce que j'en ai marre, moi, de toutes ces autres personnes-là. Non, je plaisante. Je remercie bien évidemment mes chroniqueurs, Greg, Fabien et Sam, qui ont, comme d'habitude, été au top du top. Je remercie Jérémy, qui est apparu à la fin de l'émission. On va encore une fois parler du Noël des enfants. On a tous les liens dans la description si vous voulez participer à cette jolie opération. N'hésitez. Putain, alors la fin d'émission compliquée. N'hésitez surtout pas. Et je remercie encore une fois Corentin d'avoir accepté notre invitation. Corentin, tu as été brillant ce soir. Tu nous as éclairé de l'intérieur sur ce qu'était le. Tu as été bien meilleur que Sam Duhamel, hein, qui a quand même été assez relativement. Vous savez, plus vous plairez d'émission en émission. Je te laisse juge. Mais Corentin, on te souhaite une bonne chance pour la suite de la saison et une bonne chance pour samedi face à Rennes. Merci beaucoup, Corentin. Merci à vous, c'est gentil. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous. On vous donne rendez-vous, nous, lundi prochain pour analyser justement ce Rennes-Lens. Et en attendant, je vais dire une formule. Vous savez, de plus en plus de gens me recherchent pour ça parce que je dis des mots qui fâchent parfois. J'ose les dire, mais allez, Lens.